Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation et puis merci aussi pour la qualité des présentations de ce matin que j'ai suivies avec attention. Puis j'ai entendu une chose, c'est que quand, sur le ton de la boutade, quand la Syrie allait, tout allait, donc finalement on a tout dit et ça me va bien. Euh, alors, quelques mots sur l'entreprise. Effectivement, c'est un groupe familial. On est 80 collaborateurs et on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme des PME, comme il en existe dans ce secteur et surtout dans le feuillu. Euh, donc, nos activités, nous, c'est bien évidemment, on l'a dit, vous l'avez dit, la première transformation avec le sciage, essentiellement le chêne, le feuillu uniquement, et puis une entreprise dans la seconde transformation, SRC Parquet, où on fabrique des parquets massifs, des parquets contre-collés, et puis des terrasses, des aménagements extérieurs. On fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et puis, comme vous l'avez dit précédemment, on est implanté sur le territoire depuis 70 ans peut-être. Donc, on est dans une entreprise familiale. Notre métier, si je peux détailler un tout petit peu et sans aller trop loin, c'est au-delà de satisfaire nos clients et de les alimenter avec nos produits, c'est vraiment de valoriser et d'optimiser la matière, le chêne en l'occurrence. Euh, il faut savoir que dans une scierie, les rendements matière, on est en dessous de 50%. Ça veut dire que je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire. Ça veut dire que d'ailleurs, quand on exporte des grumes de chêne, on exporte 50% aussi d'énergie avec. Ce n'est pas le sujet du jour, parenthèse refermée, mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Donc, ces rendements matières sont des choses qu'on observe avec une extrême attention dans nos entreprises. Et donc, le bois énergie, j'ai entendu aussi ce matin qu'il fallait faire du bon sens, et ça nous va bien. Le bois énergie, chez nous, c'est depuis les années 80, puisque la première installation biomasse sur le site a été réalisée en 1983, je crois. Et nous avons aujourd'hui donc 2 installations biomasse avec lesquels nous alimentons nos séchoirs, puisque nous sommes sur des temps longs, là aussi, dans le chêne, et pour rendre les produits commercialisables. Donc, ça fait le lien avec le bois énergie. Et demain, en plus de la chaleur, nous ferons aussi notre propre électricité, mais peut-être que j'aurai l'opportunité d'en parler un petit peu plus tard dans cette table ronde. Oui, ben volontiers. En 2 mots, quel est votre taux d'autosuffisance là sur le plan énergétique, chaleur? Vous avez une estimation maintenant? Alors, sur la partie chaleur, à aujourd'hui, nous sommes autosuffisants, d'ores et déjà. En revanche, nous continuons d'acheter l'électricité sur les marchés comme tous les industriels. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Julio, pour ces premiers propos. Alors, je vous rappelle le principe de cette table ronde. Vous êtes vraiment là en tant que témoin pour faire part de vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Vous avez vraiment carte blanche pour nous faire part des messages qui vous paraissent importants pour nos invités, pour les participants à cette journée. Monsieur Bertrand, je me tourne vers vous. Je vous laisserai nous dire également 2 mots de votre métier chez Cristal Union pour rappeler ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Et puis, je vous proposerai dans la foulée de nous faire part de vos propres préoccupations ou obligations en matière de décarbonation pour une industrie comme la vôtre. Et puis, vous pourrez peut-être extrapoler à l'industrie en général, mais je vous laisse déjà pour votre métier nous préciser les choses. Alors, tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, la décarbonation pour le groupe Cristal Union, c'est une préoccupation majeure. Alors, juste en quelques mots, Cristal Union, nous sommes un groupe coopératif agricole. Donc, nous avons 2000 salariés et 9000 coopérateurs, donc 9000 agriculteurs qui nous confient leur betterave pour qu'on la valorise le mieux possible. Donc, autant dire que nous avons un ancrage territorial très fort et également un intérêt environnemental également très élevé. Alors, juste pour donner quelques métriques,
Le groupe Cristal Union, donc on a 3 activités principales. Donc on va avoir des activités de sucrerie, donc la production de sucre, donc plus connues sous les marques Daddy par exemple ou Erstein Sucre. Des activités de distillation, donc des distilleries qui vont permettre de produire de l'alcool à base de betterave ou de blé, donc alcool pour la pharmacologie, cosmétologie, également de l'alcool de bouche, vodka, champagne, mais également beaucoup de biocarburants, puisqu'on a une grosse installation de production de biocarburants du côté de Bazancourt. Et également des activités de déshydratation, donc déshydratation soit de pulpe, soit de luzerne, qui nous permettent de faire de l'alimentation animale. Alors, quelques métriques pour vous donner un ordre d'idée. Le groupe Cristal Union, c'est 3,5 TWh de gaz. C'est un demi-téra d'électricité dont la moitié est autoproduite, autoconsommée avec des turbines à vapeur. C'est encore 15 000 tonnes de coque et d'anthracite, malheureusement, pour nos activités de four à chaud. Mais c'est également 200 000 tonnes de biomasse. Alors, juste pour la petite anecdote, il y a 10 ans, enfin peut-être 12 maintenant, peut-être 12 ans maintenant, quand je suis rentré dans le groupe, la biomasse représentait 1000 tonnes. Et aujourd'hui, quasiment 200 000 tonnes. Et je pense qu'à l'horizon 2030, on avoisinera vraisemblablement les 300 000 tonnes. Voilà. Donc, ce portefeuille énergétique, ça pèse 700 000 tonnes d'émissions de CO2 à l'atmosphère. Donc, autant vous dire que la décarbonation, alors au-delà de notre sensibilité environnementale, c'est également une charge financière très importante pour nous. Puisque, alors je ne sais pas si on peut en dire un mot là du système ETS, mais par exemple, pour donc les gros industriels que nous sommes sont soumis au système ETS, ce qui veut dire que pour chaque tonne émise à l'atmosphère, on doit restituer à l'État un quota carbone. Donc par exemple, pour nous, c'est environ 700 000 tonnes. On a encore aujourd'hui 500 000 tonnes de quotas gratuits. Ça veut dire que la différence entre les deux, globalement, c'est ce que l'on doit aller acheter sur les marchés. Donc ça peut peser aux environs 18 millions d'euros par an de charges. Et les quotas gratuits diminuent d'année en année. Donc, 2 possibilités. Soit vous acceptez de payer tous les ans un peu plus cher pour votre droit à polluer, comme certains l'appellent, soit vous avez une trajectoire de décarbonation à suivre de façon à limiter cette charge, voire à la neutraliser, de façon à être totalement décarboné. Voilà. Donc c'est dans ce schéma-là qu'on s'inscrit, et c'est dans ce schéma-là qu'on monte de nombreux projets de décarbonation pour faire en sorte d'être les plus neutres possibles en carbone, avec de grands projets qui ont déjà démarré il y a plus de 10 ans, parce qu'il y a plus de 10 ans qu'on fait de la décarbo quand même, donc c'est quand même pas un sujet récent. Et dans les années qui viennent, c'est quelque chose qui s'accélère, notamment lié au coût de l'énergie, qui ont beaucoup évolué. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Je vous laisserai nous décrire ces projets, notamment d'ailleurs des projets collectifs aussi dans lesquels vous vous inscrivez. On en parlera un petit peu plus avant. Mais je vais me tourner également vers Monsieur Rago, donc maire de Givry, en Saône-et-Loire. Donc, comme je l'ai proposé pour les autres intervenants, vous pouvez évidemment présenter votre commune, hein, Monsieur Rago, n'hésitez pas. Et puis nous dire quels sont les liens en rapport avec, entre votre commune et l'entreprise SRC qui finalement exerce et produit sur votre territoire, et quels impacts ça peut avoir pour votre collectivité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer à l'occasion de cette table ronde. Donc, vous l'avez indiqué, je suis maire de Givry et par ailleurs vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur. Givry, c'est une commune de 4000 habitants en Saône-et-Loire qui appartient donc à l'agglomération du Grand Chalon, qui est, elle, une agglomération de 120 000 habitants. Givry est un village ou une ville, on est un peu à la charnière des deux notions, est un village ou une ville de tradition viticole et qui se trouve être la ville charnière dans l'agglomération chalonnaise entre le Chalonnais urbain et le Chalonnais plus rural. C'est une commune résidentielle et une commune qui est également une commune pôle au niveau économique et puis au niveau administratif, entre justement les communes plus rurales de la façade ouest de notre agglomération et puis le centre de notre agglomération. Alors l'entreprise SRC est implantée, comme l'a dit Grégoire, de longue date, depuis des décennies, et appartient au paysage de notre commune. C'est tout d'abord le premier employeur privé de la commune. Je crois que ça peut être souligné, c'est doté de son importance. Et puis c'est une entreprise qui permet de faire le lien et de souligner l'importance de toute la filière bois sur notre territoire, notre commune. On a la chance d'avoir sur notre commune,
qui est assez grande parce qu'elle fait 26 km², d'avoir une forêt publique de feuillus qui est une des plus grandes forêts publiques du département et d'avoir également une forêt de conifères sur la Chaume. Donc, on a un lien et une place du bois dans l'environnement et dans notre histoire, dans notre paysage et puis dans notre environnement économique avec l'implantation de la scierie. Ce qui nous conduit d'ailleurs à avoir un certain nombre de réflexions et en tant que collectivité, je vais parler des problèmes des collectivités, mais qui sont des problèmes, je crois, largement partagés, des problèmes et des préoccupations. Avec aujourd'hui, d'une part, le coût de l'énergie et d'eau qui pèse très largement sur le budget des collectivités locales, et d'autre part, la volonté, on parle de décarbonation, de s'engager dans des démarches qui soient des démarches de développement durable et qui soient dans des démarches vertueuses de préservation de nos énergies, de nos ressources. Et dans ce cadre-là, nous avons au sein de notre commune, en plein centre du village, un pôle qui réunit sur le même site pratiquement 11 000 m² de bâtiments et de surfaces publiques et qui réunit l'école primaire, l'école maternelle, les infrastructures périscolaires, des salles associatives, la salle des fêtes, le collège et le gymnase. Tout ça sur le même lieu, tout ça qui représente un peu plus de 11 000 m² et tout ça qui représente des consommations en énergie considérables. Et on va s'engager dans un cadre pluriannuel dans une rénovation de l'ensemble de ce site. Et dans le cadre de cette rénovation, on réfléchit à l'implantation d'une chaufferie bois qui prenne place au milieu de ces implantations et qui puisse chauffer et desservir l'ensemble de ces infrastructures. Alors, dans une volonté de travailler en circuit court avec la présence du bois dans notre environnement. En Saône-et-Loire, c'est 22% de la surface du territoire, les forêts, et puis de s'engager dans une démarche d'économie d'énergie et également de préservation de nos ressources. Merci Monsieur Rago pour ce premier descriptif de votre propre contexte. Monsieur Juillot, dans le cadre de vos projets de décarbonation, on a bien compris un certain nombre d'objectifs dans votre approche du sujet, mais il y a des enjeux pour votre entreprise, celle de la filière bois en général, j'imagine, plus particulièrement pour celles qui travaillent, ceux et celles qui travaillent dans les essences de feuillus. Est-ce qu'il y a des particularités dans ces essences-là vous concernant et dans votre environnement immédiat ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de particularité sur le feuillu, si ce n'est que c'est une ressource qui est abondante sur notre territoire. Alors, il faut bien dissocier, et ça a été fait ce matin, et je vous en remercie, le bois d'œuvre et le bois énergie. La vocation de la forêt est quand même, in fine, de fabriquer, de produire du bois d'œuvre pour séquestrer, enfin, pour nos entreprises, mais bien sûr, in fine aussi pour séquestrer le carbone dans nos produits. Ça ne nous empêche pas d'avoir subi ces derniers mois les fluctuations des marchés de l'énergie comme tous les autres secteurs. Pour donner quelques chiffres, l'électricité chez nous, c'est donc sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, c'est environ 7 à 800 000 euros par an. Avec une augmentation, avec un coût multiplié par 2 au cours de ces 2 dernières années. Et il y a eu des cas de figure bien pires dans la filière. Donc, c'est vrai nous sommes depuis l'automne dernier lauréats de l'appel à projet qui a été instruit par les services de l'ADEME, BCIB, Biomasse Valeur pour les industries du bois. Un peu orienté, enfin pas un peu complètement orienté pour nos entreprises, puisque cet appel à projet va nous permettre d'augmenter nos capacités de séchage, donc d'alimenter les marchés et nos clients qui sont en développement et qui sont demandeurs. Nous allons donc renouveler nos 2 installations biomasse existantes en les substituant par une installation plus puissante et surtout plus performante, qui va nous permettre notamment de consommer nos écorces dedans, qui ne sont pas toujours très bien valorisées à l'heure actuelle.
nous allons bien sûr produire et autoconsommer, donc être autosuffisants en électricité, ce qui fait que en 2026, nous serons totalement décarbonés sur l'énergie que nous utilisons. Si on considère que nous séquestrons du carbone dans nos produits, il me semble que c'est une filière qui est vertueuse et qui a beaucoup à défendre sur le sujet. Et puis le dernier point en termes de développement, parce que nous avons cette matière à disposition, finalement, nous la générons, c'est la construction d'une installation, d'une usine de production de bûches densifiées. J'ai entendu parler ce matin des problématiques de qualité de l'air, des problématiques de performance des appareils. Et je pense que ce type de produit doit pouvoir répondre à ces enjeux. Merci, Monsieur Guyot. Monsieur Rago, on va rester en Seine-et-Marne, en Seine-et-Marne, en Saône-et-Loire, pardonnez-moi. Non, mais voyez, non, mais ça c'est le. Vous savez, c'est l'heure de la sieste postprandiale. On vient de prendre notre déjeuner. Ça doit être très, très joli, mais très différent. Voilà, absolument. Il y a un peu de forêt aussi, quand même. Oui. Nous retournons. Il y a moins de vin. Nous restons. Il y a moins de vin. Ah, absolument. Pour l'instant. Nous restons en Saône-et-Loire avec vous, bien sûr, pour nous en dire un petit peu plus sur votre projet Bois Énergie, le projet de chaudière, le projet collectif en général. Quels sont vos interlocuteurs? Dans quel comment dirais-je, panel d'acteurs est-ce que vous inscrivez? Qui intervient ou participe à ces projets? Alors, la première réponse, et au stade où nous nous situons, est assez simple. Pour une collectivité de notre taille, 4000 habitants, et avec un budget d'environ 7,7 millions d'euros, total budget, on ne pourrait pas envisager un tel investissement et une telle démarche sans un soutien fort des financeurs, soyons clairs. Donc à ce stade, qui est celui des études de réalisation d'une telle installation et d'une telle infrastructure, nos premiers interlocuteurs, ce sont tout simplement les partenaires publics et les financeurs. En l'occurrence, sur ce type de projet, l'État, la région et le département. Car l'équipement et l'infrastructure dont on parle représente un investissement d'environ un peu plus d'1 million d'euros. Et sur cette enveloppe qui est donc colossale, à l'image du budget d'une commune, on escompte pouvoir bénéficier d'un soutien financier de l'ordre de 70%. C'est déterminant. C'est déterminant, et si on ne l'avait pas, de toute manière, on ne pourrait pas s'engager dans l'étude. Donc, les premiers interlocuteurs, ce sont les partenaires publics et les financeurs, sans lesquels les choses ne sont pas possibles. Ensuite, une telle infrastructure, si elle venait à voir le jour, a bien sûr doit prendre place dans l'écosystème de son installation, et ça voudrait dire faire travailler les entreprises d'abord sur la réalisation de l'investissement et de la structure, et puis ensuite sur son fonctionnement. Et là, je me retourne vers M. Guyot et ses collègues, vers la filière bois, avec l'opportunité justement d'avoir quelque chose qui fonctionne en circuit court. Et on a en Saône-et-Loire, bien sûr, l'entreprise SRC qui est, comme on l'a dit, le premier employeur de notre commune, mais également toute une filière, compte tenu de la place du bois dans notre département et dans notre région, qui permettra d'alimenter et de faire fonctionner cette infrastructure et donc l'écosystème dans ce qu'on vient d'appeler un peu rapidement aujourd'hui un espèce de circuit court. Merci beaucoup pour ces précisions. Dans mon petit moment de fatigue, précédemment, je parlais de chaudière. Il y a bien des chaudières dans une chaufferie, mais je pensais à votre chaufferie, bien évidemment. Oui, en l'occurrence, il nous en faudrait 2. Ben voilà. Donc, pour avoir 600 je ne suis pas étonné. Vous avez quand même une dimension, une taille, un besoin nécessaire et suffisant pour parler de 2 chaudières. Monsieur Bertrand, on a parlé en fin de matinée d'atouts et de limites du bois énergie que vous envisagez évidemment d'intégrer dans vos réflexions et dans vos enjeux de décarbonation. On l'a dit, par rapport à vos ambitions aussi, vous avez parlé de passer de 200 000 tonnes à 300 000 tonnes de biomasse, sauf erreur dans ce que vous disiez, en 2030, c'est ça? C'est ce que vous expliquez à peu près? Là, le projet en question, leur idée serait plutôt du 2030. Oui, c'est ça. C'est un projet qui est en discussion.
D'accord, très bien. Mais enfin, c'est déjà dans les tuyaux, si je puis dire, d'une certaine manière. Les études sont faites, on sait que techniquement c'est possible. Ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus large d'usine totalement décarbonée et autonome. Mhm. Et donc oui, on est quand même assez avancé. En tout cas, d'un point de vue technique, on sait que ça fonctionnerait. D'accord. Donc, quelle est la place concrètement du bois énergie dans l'ensemble du dispositif ou l'ensemble de votre mix énergétique? Alors, donc, je vous l'avais rappelé tout à l'heure, hein, là on est passé de 1000 tonnes à 200 000 tonnes. Je reprends un propos qui a été dit ce matin, je crois, par le président du CIB, sur le fait que c'était intéressant d'avoir une vision sur le long terme et de réfléchir à un mix énergétique. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a développé depuis longtemps, puisque la biomasse, en fait, on ne s'est pas mis à faire de la biomasse quand on a vu le prix du gaz monter. On était déjà dedans depuis très longtemps. Et une conviction personnelle, c'est que le tout quelque chose, c'est pas une bonne idée. Le tout gaz ou le tout bois. Et dans la stratégie qui a été montée ces dernières années, notre idée, c'est de justement s'appuyer sur un mix énergétique dans lequel le bois énergie a toute sa place. Par contre, on ne pense pas que ce soit une bonne idée de le pousser trop loin. C'est-à-dire que c'est qu'à partir d'un certain seuil, que ce soit en termes de ressources locales ou si on n'a pas envie de faire rouler le bois sur des longues distances, il y a une taille sur laquelle, au-delà, ce serait peut-être déraisonnable. Donc on s'appuie sur un mix énergétique qui est composé de gaz. Aujourd'hui, c'est du gaz gris, hein, c'est le gaz du réseau, de l'électricité qui est pour partie autoproduite et pour partie consommée sur le réseau, et le bois. Et dans la stratégie de décarbonation du groupe, on a 3 grands volets. Un premier volet qui est la sobriété énergétique, sur lequel on travaille depuis, alors c'était bien avant que je n'arrive, hein, les équipes travaillent sur ce volet-là depuis des années, puisque c'est dans l'ADN des sucreries d'économiser le moins d'énergie possible. Mais c'est un peu comme toute méthode. Au début, vous trouvez plein d'idées, et puis plus vous devenez bon quelque part, plus les derniers mégawatts à aller chercher sont difficiles. Donc avec les évolutions technologiques, les nouveaux projets qui n'étaient pas rentables il y a 10 ans, qui le deviennent, donc on continue de trouver des nouveaux projets qui nous permettent d'être le plus sobre possible, mais on s'appuie également sur un deuxième volet qui est l'autonomie énergétique. Alors, soit l'autonomie in situ, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à remplacer du gaz gris par du biogaz issu de nos effluents, par exemple, ou alors de brûler nos pulpes. Puisque nos pulpes Vous méthanisez déjà, non? On méthanise déjà un petit peu, Okay. et donc des autres process. Donc ça permet de produire du biogaz. Donc ça, c'est une autre façon également de décarboner. Mais également, dans le cadre de la biomasse, c'est un gros atout, puisque la biomasse, aujourd'hui, a un facteur d'émission de 0. Donc ça permet également de décarboner de façon assez massive une partie de nos besoins. Mais voilà, l'idée, c'est de dire le gaz gris, on peut le remplacer par du biogaz issu de nos effluents, par du gaz également, enfin, en tout cas par de l'énergie issue du brûlage de nos pulpes, puisqu'elles ont un fort pouvoir méthanogène, mais on peut aussi les brûler en combustion. Donc c'est une autre façon de devenir autonome. Par des solutions biomasse, puisque quelque part, c'est de la ressource locale. Globalement, nous, les approvisionnements biomasse que l'on fait, ils sont dans un rayon de 100 km autour de nos sites. Alors, quand vous parlez de biomasse, vous mettez quoi dedans Alors aujourd'hui, nous, on fait essentiellement de la plaquette forestière. D'accord. On fait un petit peu de classe A sur l'une de nos unités, mais essentiellement pour des raisons techniques. Et dans les projets qu'on envisage à l'avenir, ce serait plutôt de tout type de bois, pour essayer justement d'être le plus large possible. La difficulté étant que quand vous montez un projet biomasse, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui sont inhérentes au produit, qui sont comme différentes de celles du gaz. Et pour être totalement transparent, quand vous arrivez dans une usine avec un projet biomasse, vous ne faites pas rêver les techniciens. C'est-à-dire qu'entre une chaudière gaz qui fonctionne toute seule, vous appuyez sur un bouton et du jour au lendemain, vous pouvez doubler votre consommation, et une chaudière biomasse où il faut un pont bascule pour poser les camions, de la place pour stocker le bois, faire des prélèvements d'humidité pour mesurer l'humidité de chaque camion, corriger les valeurs dans l'ERP de l'usine pour que les valorisations énergétiques se fassent convenablement, embaucher quelqu'un pour s'occuper des études, acheter une charge. Vous voyez, il y a quand même un investissement humain et matériel qui sont là, hein, qui sont les réalités, mais également des complexités liées à la matière elle-même. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec du bois, c'est une matière qui... il y a une saisonnalité, quand il pleut, c'est compliqué de les sortir des bois. Quand il y a une période de chasse, on a plus de mal à aller chercher les produits. Quand il y a des barrières de dégel, les camions ils roulent moins. Donc c'est quand même, en termes de sécurisation des approvisionnements énergétiques, il faut faire avec ces contraintes-là. Et à ça, on va rajouter les contraintes réglementaires, RED 2, RED 3. Donc le millefeuille commence un petit peu à se monter. Et c'est vrai que quelquefois, ça nous fait un petit peu réfléchir en se disant, mais la difficulté, c'est que ça se complexifie d'année en année. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, je vous disais, envisager de vous interroger sur les projets collectifs, là, par exemple, dont vient de nous parler le maire de Givry. C'était simplement pour savoir si une industrie comme la vôtre, avec les différents sites de production que vous avez, est-ce que vous avez l'occasion de participer à des projets collectifs, d'être vous-même fournisseur d'énergie ou associé à un projet comme celui-là? Est-ce que ça arrive dans votre dispositif? Peut-être n'est-ce pas le cas encore, je ne sais pas. Alors oui, c'est le cas. Alors de différents ordres. Par exemple, à titre anecdotique, Cristal Mhm. Union dispose d'une licence de fournisseur de gaz, donc on pourrait être notre propre fournisseur de gaz. D'accord. Donc ça nous permet de réfléchir à des schémas où on pourrait être aux intrants, c'est-à-dire de la pulpe, un méthaniseur, se le racheter et se le revendre à nous-mêmes. Vous voyez, ça peut permettre de réfléchir à des schémas. Alors, d'autres problématiques, aujourd'hui, c'est pas possible pour d'autres raisons, mais ça permet de réfléchir à des schémas de cet ordre-là. On est également actionnaire dans une structure en fait qui fait du bois énergie. Donc on a décidé de s'investir dans cette structure, justement pour remontrer la filière et mieux comprendre un petit peu son fonctionnement et également les contraintes et comment ça pouvait se développer. On s'est dit que Donc c'est c'était une quand même plus structure qui intéressant. produit, là, qui approvisionne. Alors c'est une structure, en fait, c'est un fournisseur de C'est ça. bois énergie et on est actionnaire dans la structure et je suis au conseil de surveillance et ça nous permet justement d'avoir un pied dans le métier et de mieux comprendre comment cette filière fonctionne et de mieux intégrer ces contraintes dans nos visions d'avenir. Mhm. Et est-ce qu'on peut imaginer demain que vous soyez pourvoyeur, fournisseur de chaleur, par exemple, dans les réseaux de chaleur je ne sais pas si la proximité industrielle vous l'autorise, je ne sais pas si c'est possible dans certaines situations. Alors, techniquement, ce serait faisable. La difficulté, c'est que souvent les sucreries, historiquement, elles sont au milieu des champs. Mhm. Donc, on a souvent assez peu de proximité Ouais, avec c'est les ça. villes. Donc, monter des réseaux de chaleur, ça peut parfois être compliqué. Par Vous avez contre, des on a contraintes de des, sécurité dans votre métier aussi, au il y a niveau aussi du des contraintes stockage, etc. de sécurité, de stockage, mais là, c'est plus que sur la chaleur. Si vous avez un exutoire proche, Oui, c'est oui, c'est ça. faisable. Voilà, S'il c'est faut pour ça que envoyer je la parlais de la chaleur à plusieurs proximité kilomètres, ça urbaine. devient compliqué. Bien sûr. Par contre, on a des synergies internes, puisqu'on a des unités qui sont proches, et quelquefois, la chaleur produite sur un site, la chaleur fatale permet d'alimenter Alimente un le site second voisin. site. Ouais. Très bien. Ben voilà, c'est ça qui est intéressant dans votre COP, dans votre coopérative, c'est la multiplicité des situations qui vous permet aussi d'expérimenter un certain nombre de choses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous soyez curieux justement Oui. d'envisager les choses Je plus pense avant. qu'on a cette force-là, c'est qu'on a déjà on a un scope qui est relativement large, hein, puisqu'on a des consommations qui nous permettent d'envisager beaucoup de choses. On a quasiment toutes les énergies qui se font, et aussi on ne s'interdit rien. On raisonne très très large et on est toujours ouvert aux nouvelles idées, même si elles comportent quelquefois un petit risque. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand, pour ces précisions. Je me tourne vers la salle et vers Clarisse Fischer pour prendre éventuellement quelques questions. Je ne sais pas si des mains s'étaient levées, puisque j'étais en train de regarder Monsieur Bertrand dans les yeux depuis quelques minutes. Peut-être y a-t-il des questions. Je me tourne vers vous, Mme Fischer. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je vais vous prêter mon micro, peut-être pour faire simple. Pardon. Non, juste une petite question pour Monsieur Rago. Donc le projet semble intéressant. Vous êtes effectivement accompagné par les pouvoirs publics, etc. Et pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi maintenant dans le contexte Voilà, Alors, Monsieur Rago, une question pour vous directement. oui, alors je pourrais répondre par une pirouette parce que notre équipe est aux affaires depuis 2020, donc concédé, donc vous pourriez nous concéder qu'on est allé assez vite, mais ça n'est qu'une pirouette. En réalité, la mairie de Givry s'est posé la question, mais il s'agissait à l'époque de mes prédécesseurs, s'est posé la question il y a de ça une quinzaine d'années. Et il y a une quinzaine d'années, donc mon prédécesseur Daniel Villeray, avec son équipe, avait envisagé de procéder à une installation de ce type avec un périmètre un petit peu moins large, mais à cet endroit-là. Et tout simplement, à l'époque, le retour sur investissement N'était pas au rendez-vous. n'était pas le même. Les capacités de financement n'étaient pas les mêmes. Et c'est pour ça que l'équipe alors en place n'avait pas été plus loin dans le projet. Et c'est avec la même envie et des opportunités différentes que notre équipe s'en est saisie à nouveau. Oui, je rebondis, je me permets de rebondir sur cet échange. Il y a eu beaucoup de discussions ce matin et encore à table ce midi, enfin au moment des échanges pendant la pause repas, à propos justement de l'influence du prix des fossiles qui, dans sa courbe cyclique,
produit beaucoup de déceptions finalement, parce que ça a été dit par M. Fleury ce matin, par Mathieu Fleury, le président du CIB. On a l'impression que quand on est un petit peu le couteau sous la gorge, comme après le début de la guerre en Ukraine, on trouve des solutions, et puis hop, dès que la pression retombe au niveau du prix des fossiles, ou dès que les marchés retrouve de l'oxygène avec ces énergies. On a l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui tombent très vite en souffrance. On a l'impression qu'il y a pas, l'inertie ne fonctionne pas dans les deux sens. Voilà, c'est un petit peu ce que j'en ai retenu, quoi. C'est très long à déclencher, mais c'est beaucoup plus rapide à abandonner. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même un avant et un après dans les collectivités, au moins pour celles que vous connaissez, ou chez vos collègues, chez vos confrères maires ou présidents de communautés d'agglo, par exemple, ou de PCI, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de projets dans les tuyaux qu'auparavant? Vous qui dites que justement les conditions sont peut-être un peu plus réunies, mais voilà, il y a toujours la question de la concurrence du prix des fossiles. Oui, toujours. Excusez-moi, toujours pour moi? Oui, tout à fait, toujours dans la foulée de votre intervention. Des collectivités territoriales. J'ai envie de vous dire, je crois que la réponse, oui. La réponse est évidente. Les collectivités locales ne vivent pas sur une île déserte et sont pas coupées de l'environnement économique, social. Et je crois qu'on a une conjonction de deux facteurs qui est une prise de conscience et une volonté réelle de la part des administrés de s'engager dans des démarches vertueuses pour ce qui concerne les démarches de développement durable d'une part, et puis une situation économique aussi avec la volonté et la nécessité de préserver les énergies qui est, je crois, présente chez les particuliers, dans le monde de l'entreprise, mais de la même manière dans les collectivités. Je crois, et on le voit, je crois qu'on peut en prendre un indicateur assez précis et assez fiable, qui est celui de la construction des infrastructures publiques. Là, je sors de la question spécifique de la chaufferie, mais de la construction d'un bâtiment public, quel qu'il soit, où on peut imaginer qu'à l'image de la société en général, il y a seulement une quinzaine ou une vingtaine d'années, ces questions n'étaient pas forcément au centre des préoccupations. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est le cas. Aujourd'hui, et là, je vais prendre ma casquette de vice-président du Grand Chalon, qui est une agglomération de 120 000 habitants, et sous la présidence de Sébastien Martin, je peux vous assurer que ces questions sont au cœur des débats, des réflexions, des plans, chaque fois qu'on construit. Chaque fois qu'on aménage. Je pense notamment aux crèches, où aujourd'hui, on n'envisagerait pas de construire une crèche sans qu'elle soit extrêmement vertueuse, tant dans sa conception, dans ses matériaux, que dans ses modes de consommation, que ses chauffages. Et puis, c'est quelque chose qui peut être décliné sur l'ensemble des bâtiments publics. Donc, le bâtiment, c'est quelque chose qui est forcément durable. Et je crois qu'on peut en prendre et qu'on peut s'appuyer sur cet exemple pour considérer que c'est effectivement une évolution des pratiques, une évolution des volontés qui n'est pas conjoncturelle, mais qui est structurelle. Merci beaucoup, Monsieur Rago. Une question, alors je ne sais pas si on a encore des micros, alors encore un micro libre ici que je vais vous passer. Merci, monsieur. Je vous laisse vous représenter, ne serait-ce que pour ceux qui ne vous ont pas entendu s'exprimer ce matin et qui nous écoutent à distance. Oui, Dominique Plumaille, cabinet CEDEN. J'ai en fait une question à M. Rago, à M. Guyot et à M. Bertrand. Monsieur Rago, j'ai compris qu'en fait le réseau de chaleur que vous allez monter, c'est un réseau de chaleur plutôt technique, c'est-à-dire que c'est un réseau de chaleur qui va desservir de l'énergie uniquement aux bâtiments de la commune. Est-ce que vous avez réfléchi à une solution plutôt de réseau de chaleur au sens juridique du terme, c'est-à-dire avec une desserte d'énergie à des tiers ? Par exemple, dans des communes de la taille de Givry, est-ce que, par exemple, l'extension du réseau de chaleur à des maisons individuelles a été mis sur la table, a été examiné. Et est-ce que vous l'avez étudié, approfondi parce qu'il me semble que l'un des avenirs des réseaux de chaleur au sens juridique du terme, du coup, service public de la chaleur sur les territoires, passera forcément à un moment ou à un autre vers une réflexion à destination des propriétaires occupants ou bailleurs de maisons individuelles. On va commencer avec M. Rago, peut-être. Hein, vous êtes très sollicité, M. Rago, mais voilà, profitez d'avoir la parole. Je vous la repasse. Ça, c'est l'attrait des vins de Givry, comme ceux de Mercurey ou de Rully. C'est la côte chalonnaise. C'est votre notoriété qui vous précède. Voilà, ou plutôt celle de nos productions traditionnelles. Oui, deux éléments de réponse. Fourniture à des tiers, c'est déjà
le cas dans le projet tel qu'il est pressenti, mais avec des tiers qui ne vont pas être ceux, à mon avis, que vous entendez, parce que dans le panel de bâtiments publics qui sont concernés, on a le collège. Et le collège, c'est un bâtiment qui n'est pas sous la gestion de la commune, mais qui est sous la gestion du département, ce qui nous donnerait le statut effectivement de fournisseur d'énergie avec les impacts fiscaux, notamment au sens de la TVA que ça a. Mais je crois que ce n'était pas le cœur de votre question. Le cœur de votre question, c'est plus généralement dans la diffusion. Alors, Givry, comme je vous l'ai indiqué, est un village historique, un village, même des traces gallo-romaines, et le site dont je vous parle est un site qui est en plein cœur de village, qui a la chance, enfin qui a l'opportunité, parce que dans la vie collective et dans la vie du village, c'est une opportunité d'avoir toutes ces fonctionnalités qui sont réunies d'ailleurs autour d'un jardin public, mais l'environnement immédiat ensuite est un environnement historique ancien, avec du bâti très ancien, avec des zones qui sont en totalité protégées dans les périmètres architectes des bâtiments de France, ce qui fait que ce n'est pas forcément un environnement qui est immédiatement accessible pour des transformations. Et les zones de bâti plus récents et les zones de bâti à venir sont un peu plus éloignées géographiquement. Mais on a néanmoins, et ça fait partie de la réflexion, un ensemble d'immeubles collectifs qui est à proximité immédiate de ce secteur, qui est constitué de bâtiments des années 60, dont on imagine donc, qui ont le poids de leur âge en ce qui concerne les modes de chauffage et la rénovation énergétique. Et la question est posée, effectivement, de pouvoir envisager un raccordement. Ensuite, sur le dimensionnement de l'installation, on sera de toute manière, on n'a pas une feuille blanche, parce que dans l'environnement construit et dans l'environnement urbain que je vous décris, le volume utilisable au sol pour l'infrastructure nous contraint et fait qu'on ne peut que difficilement envisager une structure qui soit plus importante en taille. Voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter. Donc, non très pas circonstancié, voilà. L'intention y est, mais tout n'est pas possible, on l'a bien compris. Je vous laisse poser la question Alors, suivante. La deuxième question portait d'abord, merci Monsieur Rago, je passerai vous voir pour peut-être une caisse de vin d'ici quelques temps. Avec plaisir. Vous allez monter, Monsieur Juillot, une installation de cogénération. Aujourd'hui, il n'existe pas de tarif d'achat d'électricité comme ça, fabriqué à partir de bois, puisque les derniers tarifs ont disparu en 2016 dans notre pays. Comment envisagez-vous la vente de l'électricité, puisque j'ai bien compris, effectivement, vous allez autoconsommer, mais vous allez être sans doute un producteur excédentaire. Donc, comment vous allez effectivement vendre cette énergie sur le marché? Est-ce que vous avez envisagé éventuellement un partenariat avec la collectivité, notamment au travers de, vous savez, de ces contrats qui sont apparus récemment dans la législation, qui autorisent en fait un producteur de s'associer avec un consommateur. Et là, je pense en particulier au Grand Chalon ou bien à la ville de Givry, qui pourrait potentiellement signer un contrat PPA, comme on les appelle, avec vous. Comment envisagez-vous la commercialisation de votre électricité? Alors, effectivement, c'est un sujet pour lequel on est bien sûr accompagné parce qu'on n'a pas, nous, en interne, ces compétences-là dans nos PME. Donc, et oui, ce type de contrat est envisagé avec des communes, avec des groupes qui souhaiteraient éventuellement décarboner leurs activités. Nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est déjà autoconsommer notre électricité. Bien évidemment, il y a une part finalement, dans le business plan, la part de vente d'électricité, puisqu'on est contraint dans l'appel d'offres et puis que les efficacités énergétiques sont très importantes dans nos projets. Donc, l'essentiel sera autoconsommé. Et par la suite, oui, ce type de contrats sont une possibilité. Le tout est de ne pas prendre des hypothèses qui soient des hypothèses trop risquées parce que effectivement les tarifs de rachat tels qu'ils ont existé avec les appels d'offres, je suis bien au courant parce que j'ai passé 10 ans de ma carrière là-dessus dans une autre vie avant de reprendre l'entreprise familiale. Effectivement, il n'y a plus de tarifs de rachat subventionnés, donc c'est aussi pour nous surtout, je dirais, l'occasion d'avoir une visibilité
sur nos coûts de production, d'avoir une visibilité sur nos coûts d'énergie, bien évidemment plus avantageuse que ce qu'on a connu dans les derniers mois, mais on voit très bien qu'en très peu de temps, sur les marchés de l'énergie, honnêtement, que personne ne maîtrise, enfin, je veux dire, ce sont des marchés internationaux, ce sont des marchés à terme, bon, et aussi d'opportunités. Donc non, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir de la visibilité. On sait ce qu'on paye aujourd'hui, on sait ce qu'on pourra payer demain, et c'est certainement la meilleure forme de sécurisation de nos approvisionnements d'électricité, ce qui est la part la plus importante, d'avoir cette visibilité sur le long terme, plutôt que de subir ce que certains, alors, on est passé à travers les gouttes cette fois-ci, mais forcément sur 20 ans, sur 30 ans, on peut avoir ce type de sursaut au niveau des prix qui peuvent très clairement mettre à plat une entreprise en très peu de temps. Donc, on se protège de ces effets-là par notre consommation en ayant cette visibilité. Pour le reste et pour la vente d'électricité, ça fait partie des réflexions, les PPA telles qu'on les imagine, mais ce ne sont pas des volumes qui sont très, très importants puisque l'essentiel est autoconsommé. Merci pour votre explication, Monsieur Guyot, et cette démonstration très, très pragmatique. Juste avant de clôturer, de conclure et de passer à la table ronde suivante, je repasse une dernière fois la parole à mon co-animateur qui avait encore une question. Me semble-t-il, pour Monsieur Bertrand. Voilà. Voilà, Monsieur Bertrand, vous êtes un groupe coopératif, donc 9000 adhérents, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. 2000 salariés et 9000 coopérateurs. 9000 coopérateurs. 9000 adhérents, si vous préférez. Est-ce que, donc agriculteurs, producteurs de betteraves sucrières, sans doute aussi détenteurs de ressources potentielles en biomasse. Alors peut-être si on élargit un petit peu la réflexion à d'autres types de biomasse, notamment agricoles, je pense en particulier au miscanthus, est-ce que votre groupe a réfléchi dans sa stratégie énergétique à associer ces coopérateurs? Si oui, pour quelles ressources énergétiques? Et est-ce que vous êtes prêt à engager des démarches dans cette direction? Alors oui. Alors, par exemple, on a certaines sucreries qui disposent de taillis courte rotation et on les exploite et on les brûle chez nous. Donc ça, ce sont des choses qui se font. Il y a également des démarches qui sont en cours. On a des discussions avec en interne sur justement notre capacité à accompagner nos adhérents, soit sur leur projet biogaz, parce qu'en fait il y a beaucoup d'agriculteurs qui disposent eux-mêmes de méthaniseurs, et il y a une discussion qui s'est nouée de façon à voir dans quelle mesure il n'y aurait pas un sens à ce que le biogaz de ces méthaniseurs, in fine, arrive chez nous. Donc ça, ce sont des discussions qui sont en cours avec eux. L'idée étant de les conseiller au mieux pour optimiser également leur profit à eux. Parce que l'idée, c'est que si moi je leur achète du biogaz très très cher, il va falloir que je leur achète de la betterave pas très chère. Oui. Non, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc, ce sont des choses qui se discutent. Et on a également une réflexion, puisque les agriculteurs ont aussi quelquefois de la biomasse, des bois, et il y a également une réflexion en cours pour voir dans quelle mesure on ne serait pas capable de les accueillir chez nous compte tenu des volumes dont nous avons besoin. Voilà, donc ce sont effectivement des synergies. Ça serait une diversification encore pour vous, diversification, également une forme d'autonomie, puisque globalement, ça serait en famille. Donc ça fait partie des réflexions. Après, c'est vrai qu'au départ, on était resté dans des schémas un peu classiques, plan d'approvisionnement, fournisseur classique, PEFC, voilà. Mais alors que maintenant qu'on a une vision et qu'on est un peu plus aguerri dans le sujet, on est en train d'élargir le champ des réflexions un petit peu vers à ce type de choses-là. D'autres champs des possibles. Voilà. Et pour rebondir sur quand même un point tout à l'heure, c'est que je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir une forme d'arbitrage possible. Et c'est pour ça qu'on parlait quand les prix du gaz sont montés, les gens se sont lancés dans la biomasse, et maintenant que ça redescend, il y a des gens qui abandonnent des projets. C'est pas du tout notre philosophie. Nous, on s'inscrit vraiment sur du long terme. Par contre, on a à cœur de garder des solutions d'arbitrage. Comme le disait monsieur, on n'est pas des philanthropes, on a des concurrents. Et à un moment donné, il faut avoir des seuils, mais également de savoir arbitrer nos usages. Par exemple, si le gaz est très cher, on maximise la biomasse. Si le gaz n'est pas cher, on va peut-être se mettre au minimum de nos contrats biomasse pour maximiser le gaz, etc. Donc il y a quand même une logique économique derrière tout ça, mais qui a du sens. Mais vu votre dimension et l'arsenal dont vous allez disposer, vous permettra aussi de faciliter ces arbitrages, j'imagine. Bien sûr. Merci beaucoup. Une toute dernière intervention avec l'intervention de Clarisse Fischer qui nous fait part d'un message ou d'une question qui nous est parvenue par mail.
Donc ça va dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Plusieurs interventions autour des enjeux de la décarbonation pour vous, industriels. Quelle est la sensibilité du coût de l'énergie justement sur votre résultat et quel est l'impact sur vos marchés? Monsieur Bertrand. Bon, alors, je ne suis pas forcément le meilleur interlocuteur pour aborder ces sujets-là. Le fait est que, alors, sans trahir de secret, compte tenu de notre exposition énergétique, le coût de l'énergie a forcément un impact très important sur le coût de production, hein, puisqu'avec des volumes pareils, et quand le gaz passe de 30 à 180 ou 200 euros de mégawattheure, force est de constater que les coûts de production explosent. Après, l'impact sur le résultat, il est aussi très dépendant de comment réagissent les marchés, les marchés de nos propres clients. C'est-à-dire si le prix du sucre suit l'évolution des prix du gaz, si vous voulez, le résultat reste protégé. Et ça a été tout l'exercice de l'équipe l'année dernière de faire en sorte que les marges soient préservées et qu'on arrive à répercuter en fait l'évolution des coûts de l'énergie. Et c'est grâce justement à ces arbitrages-là qu'on a pu le faire. Ouais, on imagine que vous avez dû vous creuser la tête quelques fois. Ça a été une année difficile. Je suppose. Merci beaucoup. Écoutez, avant de passer à la troisième et dernière table ronde de la journée, Monsieur Julliot, une dernière question, puisqu'on est en train de parler d'industrie et pour avoir le regard de la PME que vous représentez par rapport à cette grosse coopérative agricole. C'est un sujet d'actualité, s'il en est, la réindustrialisation en France. Hein, c'est un sujet longtemps évoqué ces dernières semaines. Comment est-ce que vous considérez votre contribution au développement de votre territoire vous-même en tant qu'industriel avec les projets que vous portez? Voilà, qu'est-ce qui vous anime derrière ça? Écoutez, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on récoltait une matière première autour de chez nous, à 50 km, à 80 km ou au plus loin sur les régions voisines, Monsieur le maire vient de dire qu'on était le premier employeur de la commune. Le projet que nous développons va engendrer de l'emploi aussi. Et puis le bois énergie, je pense que tout à l'heure, il a été dit qu'il était nécessaire d'avoir des schémas nationaux sur le développement du bois énergie. C'est vrai, mais je crois aussi que derrière les grands projets nucléaires et autres, il n'y a pas de solution qui soit de solution miracle. Il n'y a que des solutions qu'on trouve sur les territoires, qu'on trouve en partenariat entre les collectivités et puis les entreprises qui dépendent de l'activité de chacun. Ce que fait monsieur dans la coopérative ne ressemble pas forcément à ce que nous faisons nous. Et donc, je pense que le développement des énergies renouvelables et particulièrement du bois énergie, qui a à mon avis toute sa place à prendre, qui l'a déjà, mais qui va continuer de la prendre. Je ne suis pas très inquiet sur les ressources. On peut être plus inquiet sur les ressources de bois d'œuvre que sur les ressources de bois énergie, sont la preuve que ces projets se développent forcément dans les territoires, à mon avis.